J'ai un vrai problème avec les gens qui disent des gros mots tout le temps. Et lui, pendant toute la semaine où on tournait Les Apprentis, il dit, mais sans le faire exprès, hein, c'est dans son langage, hein, il dit souvent des gros mots. Il m'a dit « t'es qu'une petite conne, tu changeras jamais, t'es qu'une gamine, t'as pas changé, t'es toujours aussi capricieuse ». Il m'avait insulté d'autres gros mots. J'avais plus le sentiment que c'était une fille qui n'avait pas grandi en fait, dans sa tête, qui était toujours restée un petit peu bébé dans son univers et qu'on a un peu jeté au loup, quoi. Elle est un peu la caricature du mauvais côté, on va dire, de la télévision, de la télé-réalité. Et c'est triste de voir une personne aussi fragile jeter un peu en pâture. Maintenant, lui dire que, enfin, dire qu'il la harcèle, tout ça. Moi, je connais Cyril, c'est pas quelqu'un qui harcèle. Limite, il vous répond même pas au téléphone. Hein, donc, faut arrêter je pense, à un moment donné, de faire des choses comme ça. Et si elle est pas contente, qu'elle s'en aille en fait, juste. C'est pas sa chaîne, c'est la chaîne d'M6. Bonjour Marjolaine Buis. Bonjour Sam. Ravi de t'accueillir en interview en toute intimité. C'est la première fois. Alors c'est la toute première fois que je viens ici et franchement, tu as vraiment un studio magnifique. Ah merci pour lui. Merci pour lui. Marjolaine Buis, est-ce que, il y a une résonance avec la styliste Barbara Buis, les fameux sacs? Alors Barbara Buis, elle fait effectivement des accessoires, tout ça, mais elle fait aussi des vêtements. Et oui, on est cousines parce que la famille Buis, en fait, c'est une famille qui est beaucoup plus petite, restreinte que la famille Nguyen, qui est beaucoup plus large. Donc on est tous un petit peu cousins dans la famille. Oui. Mais incroyable, mais alors là, tu sais que j'apprends quelque chose. Je ne savais pas. Parce que les sacs Barbara Buis, on est d'accord, c'est les sacs avec un peu les paillettes, les sequins là sur les côtés, tout à fait. Que toutes les adolescentes veulent avoir pour mettre leur cours. C'est vrai, mais c'est une qualité qui est extraordinaire. Ouais. Ben oui. Tu l'avais ce sac toi, ado? Alors moi j'ai tout eu parce qu'en fait elle est mariée avec le frère d'un très très bon ami à moi en plus. Et lui il fait toutes les ventes privées, donc Barbara Buis et d'autres stylistes. Donc en fait j'avais toutes les collections avant que ça sorte. Ouais. Est-ce que c'est pour ça qu'étant plus jeune, tu rêvais peut-être d'une carrière dans la mode? Alors c'est vrai que j'ai fait S-Mode, qui est une école de styliste modéliste, en étant jeune. Mais à l'époque, en fait, c'était le boom des grosses marques, tu sais, un petit peu comme Zara, comme H&M, tout ça. Et le problème, c'est que je n'avais pas envie d'être styliste, tu vois, de grosses maisons comme ça. Parce que quand tu arrives dans ce milieu-là, tout ce que tu crées appartient en fait à la maison. Et je n'avais pas envie de faire des copies en fait, de stylistes. Ça a été le boom de cette époque-là. Donc du coup, je me suis orientée un peu plus dans la télévision. Marjolaine, on t'a en effet connue à la télévision dans Greg le Millionnaire, c'était en 2003. Par la suite, tu as eu ton propre programme sur TF1, Marjolaine et les millionnaires. Dernièrement, tu as participé aux 50 aux apprentis aventuriers, c'était les fameuses retrouvailles avec Grégory Bassot, on en parlera dans quelques instants. Mais dans un premier temps, moi j'aimerais m'intéresser à toute la période justement d'avant Greg le Millionnaire. Greg le Millionnaire, tu as quoi? Tu as 20 ans? J'ai 21 ans. Tu as 21 ans. Elle ressemble à quoi, la vie de Marjolaine, bien avant Greg le Millionnaire? Alors avant, moi j'étais partie vivre en fait après le bac. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Mes parents voulaient que je sois médecin comme ma sœur. Tous mes frères et sœurs, ils sont tous médecins, avocats. Hein. Mais en fait, je n'avais pas envie d'être enfermée, tu sais, dans cette espèce de métier qui finalement n'est pas très fun en fait. Moi, j'avais besoin de créativité, j'avais besoin de voyager, j'avais besoin de vivre des choses. Et du coup, je suis partie vivre à Tahiti, à Papeete. C'était plus Moorea, c'est une petite atoll à côté. Et j'ai vécu en fait comme ça pendant 1 an et demi en mode je profite de la vie, la mer, je suis partie pêcher. J'avais vraiment une vie, on va dire, un peu de Robinson Crusoe. Voilà. Tu étais une adolescente tranquille? Alors j'étais très timide, tout à fait. Enfin, c'était très dur pour moi de, par exemple, prendre les transports communs, ce qui paraît normalement anodin. J'avais du mal à parler aux gens en les regardant dans les yeux. Je baissais souvent les yeux. Ce qui est assez drôle parce qu'en fait c'est un peu l'opposé de ce que j'ai véhiculé comme image après par la suite. Complètement. Mais en fait en faisant les cours Florent, par la suite en fait j'ai pu soigner en fait cette maladie-là. Donc les cours Florent, c'est une école d'art dramatique? Tout à fait. Les cours Florent en fait ça permet en fait de pouvoir s'exprimer en public devant des gens et de pouvoir en fait s'affirmer. Voilà. Elle venait d'où cette timidité maladive? Alors moi j'ai toujours grandi dans une espèce de cage dorée de mes parents, où à part l'école, la bibliothèque et la maison, on n'avait pas le droit de faire grand-chose. Donc vous savez, quand vous êtes coupé un peu de ce monde-là, où vous avez des parents avec une famille très traditionnelle, c'est très dur de pouvoir intégrer le monde, de pouvoir parler aux gens. Donc tout ça, moi j'avais pas le droit d'aller dans les booms quand j'étais petite, par exemple. Donc j'avais pas le droit d'avoir des amis garçons.
quand j'étais petite. J'avais juste 1 ou 2 copines, mais c'est tout. Mais tu dirais que tu viens d'une famille stricte? Ah, je viens d'une famille très stricte. Mes parents sont très traditionnels, très stricts. Donc ça aide pas, en fait, un enfant qui est déjà naturellement timide à pouvoir s'exprimer. Donc j'ai vécu une enfance assez enfermée, en fait, sur moi-même. Ouais. Tu as pu en parler avec tes parents par la suite? Alors, en fait, j'ai pas eu le temps d'en parler avec mes parents parce que mon père, en fait, est tombé malade sur l'année 2003. Et quand il est tombé malade, moi, c'est ce qui m'a permis, en fait, de, on va dire, voler de mes propres ailes. Et c'est là où j'ai fait Greg le millionnaire, Marjolaine. S'il avait été bien, j'aurais jamais pu faire ça. Ah, c'est marrant ce que tu me racontes. Enfin non, c'est pas du tout marrant, mais c'est-à-dire que, parce que c'est tragique, on est d'accord, un décès. Oui. C'est un choc psychologique et familial qui a fait que j'ai pu, en fait, me révéler dans Greg le millionnaire et Marjolaine parce que s'il avait eu toute sa tête ou tout ça, j'aurais pas pu faire ça. Ah, t'en es convaincu, tu n'aurais jamais pu faire de la télévision, donc de la télé-réalité, à l'époque? Ah, mais complètement. Si ton père avait été en vie? Ah, mais complètement. Moi, à l'époque, quand j'avais 20 ans, 21 ans, si je voulais sortir, mais c'était interdit, en fait. On n'avait pas le droit de sortir. Les filles ne sortaient pas. Les garçons pouvaient sortir, mais les filles, non. C'est des familles, vous savez, très traditionnelles, où la fille ne sort pas. Comment tu l'as traversé, ce deuil? Alors, justement, moi, je me suis fait embarquer dans une espèce de machine, parce que c'est une machine, à l'époque, en plus, c'était tout nouveau. Il n'y avait que Love Story qui avait démarré. Oui. Nous, on était les précurseurs, donc c'était vraiment un impact phénoménal. Voilà, pour le contexte, vous arrivez 2 ans après le Loft. C'est ça, tout à fait. Donc, si tu veux, à l'époque, c'était une machine de guerre. Donc, en fait, on se laisse emporter là-dedans. Et puis, comme j'avais plus la pression du patriarche, du coup, je me suis laissée emporter dans cette machine. Ouais. Elle est dure, hein, la question que je vais te poser, mais parce qu'on ne se connaît pas, Marjolaine. Je ne connais pas ta vie plus que ça. Ce deuil que tu as fait au moment de la perte de ton papa, au moment où tu découvres la télévision en 2003, est-ce que tu l'as vécu comme une délivrance, un soulagement, ou au contraire, est-ce que ça a été très difficile et tu as eu énormément de peine? Alors, je l'ai vécu en 2 temps. Quand mon papa est décédé, ça a été une délivrance. Parce que du coup, j'avais plus la pression du patriarche, le côté traditionnel, autoritaire, tout ça. Donc au contraire, ça a été, j'avais l'impression en fait de vivre parce que toute ma vie, pendant 20 ans, on m'avait un peu enfermée dans une espèce de cage dorée. Et par contre, plusieurs années après, 4-5 ans après, c'est là où j'ai ressenti la douleur de la perte d'un proche, le deuil. Oui. Et c'est là où en fait, je suis retournée à mes valeurs, où j'ai fait une cure d'anonymat aux États-Unis. Oui, on va en parler dans quelques instants. Est-ce que ça crée du regret, ça crée de la culpabilité, un deuil à retardement? Alors, le seul regret que je puisse avoir, c'est que quand il est parti, on était fâchés. Aïe. Ouais, donc on ne se parlait plus. Et ça a été très dur pour moi parce qu'on n'a pas pu se dire les choses. Ok. Mais peu de temps après, alors je sais que ça paraît un peu fou, mais j'ai été voir une médium, une voyante. Et quand je suis arrivée, elle a sursauté. Et elle a dit, il y a votre papa qui est là. Mais elle ne pouvait pas le deviner, parce que moi, quand j'avais pris le rendez-vous, je disais que je m'appelais Marie. Donc, elle ne pouvait même pas checker sur Internet ni quoi que ce soit. Et je lui dis, ah bon donc elle voyait, en fait. C'est quelqu'un qui voit les morts, en fait. Et je lui dis, ah bon, mais pourquoi est-ce qu'il est là? Et elle m'a dit, c'est lui qui vous a amené ici, parce qu'il a besoin de communiquer avec vous, il a besoin de parler avec vous. Parce qu'il n'avait pas pu le faire avant. Il n'avait pas pu le faire de son vivant. Et elle m'a dit, écoutez, il voudrait vous demander pardon d'avoir été aussi dur avec vous, de ne pas vous avoir fait confiance. Et je pense que ça a été nécessaire, tu vois, pour passer à autre chose, tu vois, après. Ouais. Tu avais besoin de ce pardon? Ouais. Je pense que quand on vit une enfance où on est, comment dire, on est un peu enfermé, le fait de pouvoir ressentir de l'amour de ses parents, enfin là c'était que de mon père, hein, parce que ma mère m'a donné tout l'amour nécessaire, je pense que pour tout enfant c'est nécessaire, pour pouvoir grandir et passer à autre chose. Ouais. Ça a eu un impact, cette enfance, sur ton propre enfant, à toi, sur l'éducation que tu offres à ton enfant aujourd'hui? Il a 13 ans. Hein. Il vient d'avoir ses 14 ans. Ah, il vient d'avoir ses 14 ans. Alors moi, l'enfant que j'ai fait, donc Shai, c'est l'enfant rêvé de mes parents. Il est sage, il ne sort pas, il est studieux, il veut devenir chirurgien. C'est l'enfant rêvé de mes parents, voilà. Et la seule chose que je regrette, c'est que mon père n'a pas pu le connaître, voilà. Mais je sais que de là-haut, il le voit parce que la médium me l'a dit. Elle m'a dit, voilà,
Votre père, en fait, est fier de vous, de ce que vous faites et il voudrait vous dire qu'il protège votre fils. Concernant ton fils, justement, tu as déclaré, je ne lui ai jamais, en parlant du papa de ton fils, je ne lui ai jamais demandé un seul euro. Nous ne sommes pas en mauvais termes et j'ai compris que dans la vie, il ne faut rien attendre des autres. Alors effectivement, je pense que quand on est parent, c'est de notre devoir de subvenir aux besoins de l'enfant. Peu importe les conflits qu'il y a entre le couple, tout ça, je pense que ça doit venir de soi-même. Et lui, en fait, n'a jamais ressenti la nécessité de subvenir à ses besoins. Donc ça fait 9 ans qu'on est séparés, presque 10 ans maintenant. Ouais. Et effectivement, il n'a jamais donné un euro pour son fils. Et pour moi, j'estime que ce n'est pas un juge d'aller lui dire quoi faire. C'est de lui-même, il doit faire ça en fait. Et toi, tu lui as jamais demandé? Bah, je ne lui ai jamais demandé parce que pour moi, moi je suis propre avec ma conscience. Voilà. Moi je sais que je fais le double rôle, je fais le rôle du papa et de la maman. Et je sais que le jour où je partirai, je n'aurai pas de problème avec ma conscience. C'est à lui en fait de comprendre par lui-même que son comportement en fait n'est pas bien. Le papa, ça veut dire qu'il voit plus du tout son enfant? Si, il le voit. Il le voit? Il s'appelle, il se voit de temps en temps, tout ça. Moi, jamais je vais me mettre entre les deux parce que c'est son père. Donc, il a besoin quand même d'avoir une présence masculine. Ouais. Mais il ne subvient pas aux besoins de son fils. Ils ont réussi à développer une relation père-fils solide? Alors, quand j'ai demandé à Shai en fait, s'il voulait voir un peu plus souvent son père, s'il voulait passer du temps avec lui, tout ça, il m'a dit bah non, pourquoi faire, puisque c'est que toi qui m'as élevé depuis que je suis née. Donc, de lui-même, en fait, il a compris qui était là pour lui et qui ne l'était pas. Par contre, garder le contact avec son papa, c'est important peut-être? Alors, moi, je pense que dans toute séparation, c'est très égoïste de la part du parent de créer une barrière, une frontière avec l'autre parent. Même si l'autre parent ne fait pas ce qu'il faut, l'enfant n'a pas à en pâtir. Donc pour moi, jamais je vais mettre entre les deux. Et je pense que l'enfant, même s'il ne l'exprime pas, il ressent tout. Et le fait qu'en fait, que mon fils en fait, voit de lui-même que je ne me suis jamais opposée à ce qu'il voit son père ni quoi que ce soit, eh bien, il va avoir toujours une bonne image de moi. Et ça, c'est le plus important pour moi. Je veux surtout pas en fait que notre séparation soit une cassure en lui, soit une brisure en lui, parce que c'est quand même quelqu'un que j'ai énormément aimé. Je suis restée 8 ans avec lui. On a conçu Shai dans l'amour. C'est pas parce qu'on n'est plus ensemble que je dois le détester. C'est pas parce qu'il ne se comporte pas bien que je dois le haïr. Non, ça reste toujours le père de Shai. Je suis contente qu'ils aient des rapports où ils se voient de temps en temps. Et je trouve ça essentiel pour l'évolution d'un enfant. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes séparés avec le papa? Il a commencé à me mentir. Il disait qu'il travaillait tard au bureau. Et en fait, un jour, je suis venue au bureau, il n'était pas au bureau. Aïe. Ouais. Et Shai n'avait que 1 an. Et en fait, chez moi, ça a démarré un processus en fait, où j'ai perdu confiance en la personne. Et moi, je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui commence à me mentir. Mais c'est-à-dire, il te trompait? Je ne sais pas. T'as pas eu la réponse à cette question? Moi, pour moi, je pense que quand on cherche, on trouve toujours le squelette dans le placard. Voilà. Oui. J'ai pas voulu chercher parce que je voulais pas que ça me brise. Mais je sais qu'à l'intérieur, j'avais commencé un processus où je commençais déjà à préparer ma sortie. Mais tu lui as demandé? Alors lui, il me dit qu'il travaillait, qu'il avait été chez son comptable, soi-disant, mais je suis désolée, on ne rentre pas 4 heures du matin de chez son comptable. Voilà. En tout cas, tu avais une intuition. Je pense qu'en tant que femme, on a une intuition un peu plus développée, effectivement, que les hommes. Et je n'ai pas besoin qu'on me dise les choses ou qu'on me confirme les choses, je le ressens. Et en plus, moi, je suis quelqu'un qui médite énormément. Donc, quand on médite énormément, on arrive à percevoir les énergies et les gens. Et moi, à partir du moment où j'ai tellement donné, parce que je me suis occupée de ces 3 enfants comme si c'était les miens, je me suis occupée de Shai, j'ai repris mes études, j'ai monté ma boîte, tout ça. J'avais pas le temps, en fait, de perdre mon énergie à expliquer à quelqu'un comment se comporter dans la vie. Oui. Voilà. C'est ce mensonge-là qui t'a fait ce déclic? Alors, ça a été un premier mensonge qui a fait un déclic chez moi, où je n'avais plus confiance en lui. Et il y a eu 2-3 petites choses, en fait, qui se sont accumulées, qui ont fait que, pour moi, je voulais plus continuer cette relation. Et si je l'ai quittée, c'est parce que je l'aimais plus. Voilà. Tu avais déjà été trompée par le passé ou est-ce que tu l'avais déjà su? Je pense avoir déjà été trompée, Okay. mais en tout cas, je ne l'ai jamais su. Avec les hommes, hein, pas vu, pas pris. Hein. Pourquoi tu penses alors avoir été trompée dans ce cas? Parce que moi, j'ai été éduquée à l'ancienne, le côté très traditionnel, où on a les bonnes valeurs, tout ça. Et je pense que je suis née dans la mauvaise génération, où ces valeurs-là, en fait, elles ont disparu. Et c'est quelque chose que je ressens assez rapidement chez quelqu'un.
C'est facile, hein, on n'a pas besoin de voir la personne dans l'acte ou quoi. On voit quand une personne elle n'est plus aussi présente, on voit quand une personne en fait elle a des attentions un peu moins fortes. Donc au comportement, tu peux ressentir une trahison. Tout à fait. Et en plus pour moi, la trahison et la tromperie, elle n'est pas que physique. Elle est d'abord mentale et psychologique. Un homme ou une femme qui commence déjà à jouer un jeu de séduction avec quelqu'un d'autre, pour moi c'est déjà une tromperie. Le fait de passer à l'acte, c'est juste la cerise sur le gâteau, c'est tout. Mais à partir du moment où une personne elle est avec toi et qu'elle commence déjà à flirter avec quelqu'un d'autre, c'est une tromperie. Et toi, Marjolaine, t'as déjà trompé? Alors, je vais pas dire que je l'ai jamais fait. Je l'ai fait quand j'étais très jeune. J'avais 21 ans. Et en fait, je me suis sentie très mal vis-à-vis de la personne parce que je sentais qu'il avait ressenti, qu'il l'avait su, mais qu'il n'a rien dit parce qu'il m'aimait. Ah. Et quand je l'ai fait, je m'en suis tellement voulu. Et en fait, je m'en suis voulu parce que j'ai senti que je lui avais fait du mal. J'ai eu cette conscience-là. Et je me suis juré à moi-même de ne plus jamais recommencer. Il faut se brûler une fois hein, pour savoir qu'on fait du mal à quelqu'un. Et depuis, voilà, j'ai toujours été fidèle. Aujourd'hui, ton cœur, tu le décrirais comment? Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est apte à rencontrer? Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? J'ai été pendant 5 ans célibataire, Ouais. donc depuis 2019. 2023, j'ai eu 2 personnes. Enfin, j'ai connu une personne pendant 6 mois et une deuxième personne pendant 2-3 mois. Et 2024, donc personne. Et ça m'a permis en fait de me construire mentalement, tout ça. Et je me suis dit, le jour où je rencontre quelqu'un, j'aimerais être cette personne dont je serais fière. Parce que j'ai suffisamment de maturité aujourd'hui pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. J'ai une conscience qui est très développée. Elle est comment cette personne dont tu serais fière? Alors, je pense que la personne dont je serais fière, c'est une personne qui a des valeurs. Je parle de valeurs comme la fidélité, l'honnêteté, être loyale, être droite, aimer. Avant, peut-être que je ne savais pas très bien aimer, ou en tout cas pas de la bonne manière. Et pour recevoir, je pense qu'il faut donner. Avant, comme j'étais très sollicitée, j'avais pas besoin d'énormément donner parce qu'on me donnait déjà beaucoup. Tout venait à toi. Voilà. Et donc aujourd'hui, je pense que dans un équilibre, dans une relation, il faut penser comme si vous avez une relation à 100%. Si vous prenez tout de la personne 80%, en fait, la personne ne va vous donner que 20%. Si vous ne prenez que 40%, elle va vous donner 60%. Donc en fait, il faut un équilibre dans une relation. Il faut que ce soit 50-50 des deux côtés. Si une personne fait une bonne chose vers vous, une bonne attention, il faut la refaire en retour. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est l'équilibre. Voilà, c'est l'équilibre, tout à fait. Et donc, j'ai rencontré quelqu'un récemment. Bon, c'est quelqu'un qui habite à l'étranger, donc c'est un petit peu compliqué. Mais on va voir comment faire. C'est pas gênant, quelqu'un qui vit à l'étranger, non? À un moment donné, il va falloir qu'une des deux personnes en fait, accepte de partir rejoindre l'autre. Donc, on va voir. C'est où l'étranger? C'est à Miami. Ah, sympa. Il y a pire. Il y a pire. Franchement, t'es déjà allé à Miami? Alors oui, parce que j'ai habité à Miami. Mais oui, c'est vrai, tu avais fait une retraite aux États-Unis. Tout à fait. J'ai été à New York, à Miami, à LA. Et j'ai ma moitié de famille qui est américaine. J'ai mon frère qui est américain, il est maire. Il vient d'être élu maire de Fountain Valley en Californie. J'ai 3 sœurs au Canada et j'ai une sœur à Montréal. Voilà. Donc j'ai ma moitié. So you speak English very well. Very well. Ok. Actually, I speak 5 languages. Ok, on va pas switcher en anglais, on va rester en français pour l'interview. Et tu es amoureuse? Ça fait que 1 mois, donc c'est encore très tôt. Mais oui, on s'est dit je t'aime, ouais. Et tu serais prête à quitter la France? Alors, je pourrais, à partir du moment où j'ai des opportunités professionnelles. Parce que je n'ai pas envie de me mettre en dépendance de quelqu'un. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, pour qu'une femme soit respectée, qu'on le veuille ou non, il faut avoir quand même une certaine assise professionnelle, une stabilité professionnelle. Et même, ça permet aussi d'avoir un équilibre émotionnel. Et pour pouvoir être épanouie dans cette relation, je dois partir sur l'idée que si je suis amenée à partir, il va falloir que je prépare le terrain pour pouvoir être indépendante financièrement. Est-ce qu'il y a une Marjolaine d'avant 40 ans et une Marjolaine d'après ces 40 ans? Alors complètement. C'est clair que moi, avant 40 ans, j'étais pas du tout mature. J'étais encore une gamine, hein, entre guillemets. Je ne savais pas comment me comporter. Je faisais parfois des choses, du mal à des gens sans m'en rendre compte. Je ne m'excusais pas, je ne reconnaissais pas mes erreurs. Aujourd'hui,
Je suis capable de pouvoir m'excuser, je suis capable de pouvoir dire que j'ai fait des erreurs, je suis capable de prendre sur moi, je suis capable d'avoir de la patience. Et ça, c'est des valeurs que je n'avais pas avant. Moi, j'aime beaucoup ta définition de l'adolescence. Pour reparler de ton fils Shai, tu as déclaré l'adolescence, c'est quand un enfant passe de « je cours partout en riant » à « je marche lentement en tirant la gueule car la vie, c'est trop nul ». C'est vrai que c'est ce que je vis avec mon fils. On l'a vu notamment dans Maman est célèbre. Oui. On faisait la saison 9 et effectivement, lui, il est dans une phase où il a besoin de pas se rebeller, mais un petit peu montrer qu'il a de la personnalité, il commence à s'affirmer. Et moi, en tant que parent, je ne veux surtout pas briser la confiance qu'il est en train de construire en lui. Donc, je pense qu'il faut le laisser en fait évoluer dans cet état d'esprit-là où il est un peu blasé, où il a besoin de montrer qu'il est différent des autres, de s'affirmer. Et c'est pour ça que je le laisse évoluer comme ça et je sais que c'est que passager. C'est une crise d'adolescence, je pense, où il faut laisser les enfants s'exprimer. On a trop tendance en tant qu'adulte de vouloir les enfermer dans une espèce de case où il faut être comme ça, tout ça. Non, pas du tout. Laissez vos enfants vivre, laissez vos enfants souffler. Porter nos propres projections sur les enfants. Tout à fait, tout à fait. C'est ça que tu dis qu'on a Exactement. tendance à faire. Souvent, les parents, parce que quand l'enfant est petit, ils exercent une certaine autorité sur l'enfant, et arrivé à l'adolescence, ils veulent exercer la même autorité. Mais non, laissez vos enfants respirer, laissez vos enfants devenir ce qu'ils veulent être. Et après, à partir du moment où ils ont eu les bases, parce que les bases, on les construit entre 0 et 8 ans, c'est des éponges, ils absorbent tout. À partir du moment où ils ont les bases de l'éducation, après même s'ils vivent une période, on va dire, de rébellion, où je m'en fiche de tout, je vais à contre-pied de mon éducation, c'est pas grave, laissez-les vivre, laissez-leur pousser les limites. Et ensuite, après, petit à petit, on revient à son éducation. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Donc, et je sais qu'à cette époque-là, on avait essayé de me briser. Quand j'étais dans les médias, tout ça, moi, j'avais besoin de m'expandre, j'avais besoin de vivre des choses, d'aller à l'opposé de mon éducation, parce que j'avais ce besoin-là de voler de mes propres ailes. Et on a essayé de me briser, on a essayé de me casser, on a essayé de me faire porter des étiquettes qui n'étaient pas forcément moi par rapport à mon éducation. Et je sais que ça fait souffrir les gens. Et moi, j'ai la chance d'être quand même très forte émotionnellement, tout ça. Mais je sais que ça peut être fragile chez certaines personnes qui n'ont pas cette force-là. Donc moi, mon fils, je le laisse vivre son adolescence où il veut se rebeller un peu. Et je sais que dans quelques années, ça ira mieux et retrouvera son équilibre. Tu parles avec lui, tu détabouises certains sujets, je pense par exemple à la sexualité, la façon dont on se comporte avec une femme ou un homme, je ne sais pas, quand on est adolescent, pour donner les armes justement aussi à un homme. On parle souvent des filles qu'il faut protéger et des garçons qu'il faut éduquer justement. Alors les garçons, il faut savoir que les garçons, ça intériorise énormément ce qu'ils ressentent, beaucoup plus qu'une fille. Donc aujourd'hui, il est en âge où il est encore un peu tabou sur ces sujets-là. Et moi, je lui ai toujours dit, déjà, je lui demande toujours les jours, est-ce que tu es heureux? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voudrais parler avec moi? Parce que tu sais que je suis la meilleure confidente pour toi. Et je serai de meilleurs conseils pour toi. Et jusqu'à présent, bon, il n'a pas encore eu besoin de se confier à moi. Mais moi, je lui ai toujours dit que s'il a besoin de discuter de quoi que ce soit, il peut venir vers moi et que je ne vais jamais le juger et que je vais l'accepter dans ce qu'il est ou les choix qu'il va faire dans sa vie. Et moi, je lui ai toujours dit de toujours respecter son prochain. De ne pas faire aux autres ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse. Donc, peu importe les relations qu'il aura ou quoi que ce soit, je veux surtout qu'il se comporte toujours très bien. Voilà. Ça, c'est les bases essentielles que je lui inculque. Et après, je pense que mon fils, il a déjà naturellement ce côté-là, où il a une empathie envers les autres. Ça, je l'ai vu plusieurs fois. Donc je sais que je ne m'inquiète pas sur ça. Il t'a déjà fait des demandes, il s'est confié à toi. Il t'a demandé un stage chez TF1. Ah oui, effectivement, il m'avait demandé de faire son stage. Alors c'était soit chez TF1, soit chez Canal+, Oui. Donc H2O, qui est la boîte de Cyril Hanouna. Mais je lui ai dit, mais pourquoi tu veux faire un stage en télé puisque tu veux être chirurgien? Donc ça n'a aucun rapport, il faut faire un stage en hôpital ou en cabinet médical. Il m'a dit, non mais maman, je vais passer toute ma vie dans le milieu médical, donc je veux découvrir ton univers, je veux voir, parce que pour lui, je suis en vacances toute l'année, hein. Je travaille pas pour lui. Et du coup, il voulait voir mon univers. Et de fil en aiguille, je l'ai introduit donc chez Cyril. Et ça s'est super bien passé. Il a fait une semaine avec Cyril qui s'est super bien occupé de lui. Et j'apprécie vraiment beaucoup. Ouais. Il a fait un stage à quel service? Il a fait, en fait, il a été en prod. Ouais. Et il a suivi sur les plateaux, sur TPMP et tout ça. Qu'est-ce qu'il en a pensé? Alors, il m'a dit, ta vie, elle est cool. Hein. Parce
Parce que pour lui, c'est pas du travail en fait. Oui, il voit du divertissement. Bah oui, et puis surtout qu'ils ont fait la bûche de Noël, ils s'amusaient, pour lui c'était détente. Hein. Ah, il est tombé en fin d'année au bon moment. Voilà, c'est ça. Oui, Ouais. c'est parfait quand c'est comme ça. Et est-ce qu'il a vu les séquences justement de sa maman dans Greg le millionnaire, dans Marjolaine et les millionnaires? Est-ce que tu en as parlé avec lui? Est-ce que tu l'as accompagné dans ces images également? Alors, il avait du mal à regarder Greg le millionnaire, parce que forcément, c'est un jeu de séduction. Forcément, à son âge, il n'est pas encore dans la séduction entre hommes et femmes. Donc ça, il a un peu du mal. Voilà. Mais je lui ai expliqué que c'est un jeu qui est naturel quand on a la vingtaine, de rentrer dans un jeu de séduction entre un homme et une femme. Et moi, quand même, à la différence de certaines téléréalités, il n'y a rien de physique, en fait. C'est juste un jeu de séduction, mais il n'y a pas de scène, on va dire, physique où on peut se sentir gêné vis-à-vis d'un enfant. Alors, Greg le millionnaire, on est en 2003. Comment tu arrives sur une émission blockbuster comme celle-là? On le disait tout à l'heure, le contexte, il est ouf. Elle arrive, cette émission, sur TF1, la première chaîne d'Europe, 2 ans après le Loft, qui était sur M6. Ouais. Alors, moi, à l'époque, donc moi, j'étais étudiante au cours Florent, et j'ai pas fait de casting, en fait, comme tout le monde. Tu sais, normalement, tu as 3 mois de casting où tu vois des psychologues, ils te font suivre voilà, tout un test pour savoir si tu es apte à participer à ce genre de programme. Et moi, je suis arrivée vraiment à la fin. Et donc Angela m'a pris dans son bureau et elle m'a dit est-ce que tu te sens prête pour ce genre d'aventure? Parce que du coup, tu n'as pas pu faire les 2-3 mois tu sais, de suivi psychologique. Et moi, je lui ai dit écoute, moi je suis étudiante au cours Florent, donc je ne vais pas te cacher. En plus, j'ai que 21 ans, donc je ne vais pas te cacher que si je fais cette émission-là, c'est parce que j'ai besoin de me faire remarquer et j'ai besoin voilà, de faire un premier pas voilà, dans la télévision. Et elle m'a dit bah, justement, on cherche une personnalité forte pour justement amener du piquant, du piment à cette émission-là. Et j'ai dit bah là, vous allez taper à la bonne porte. Mais est-ce que tu avais conscience à ce moment-là que tu allais devenir aussi star que son protagoniste, Greg, dans cette émission, alors que tu n'étais pas censée être la protagoniste? Alors moi, j'ai eu de la chance, c'est que la veille du départ, je savais où j'allais. Je savais où je mettais les pieds. Et tu le connaissais? Et je le connaissais. Donc comme je savais où j'allais, je savais où je mettais les pieds. Donc j'avais quand même un train d'avance par rapport aux autres filles. Et quand j'ai été éliminée du jeu, en fait, j'ai fait un deal avec la prod, comme quoi, en fait, ils m'ont dit tu dis rien du tout, et on va faire de toi la star de l'émission. Voilà. Et j'ai dit ok, deal conclu, et du coup, ils ont fait de moi la star de l'émission. Mais deal conclu, est-ce que tu avais aussi négocié le salaire pour que le deal soit conclu? Alors, sur Greg le millionnaire, on n'était pas payé énorme, je crois que c'était 1000 et quelques à l'époque. Mais par contre, sur Marjolaine, oui. Là, j'avais un salaire de 4 supérieur chez TF1. Oui, c'est ce que tu disais. Ouais. Que tous les mois, juste exclusivité, tu avais 5 000 € par mois. Tout à fait. 5 000 € par mois, c'était juste exclusivité, on est Juste d'accord? le contrat d'exclusivité, aujourd'hui, ça ne se fait plus. Bah oui. Mais à l'époque, c'était un contrat d'exclusivité pour appartenir à la chaîne. Donc, expliquons ce que c'est, ces 5 000 € par mois pour appartenir à la chaîne. C'est sous-entendu, tout doit être sous l'aval de la chaîne. La chaîne contrôle tout et la chaîne donne son veto ou pas sur ce que tu peux faire, même une interview, tel programme, telle publicité. Bah, en fait, tu leur appartiens. Voilà, on appartient à la chaîne et en fait, eux contrôlent, maîtrisent toute l'image. Et on ne peut pas aller sur d'autres chaînes sans leur autorisation. Et après, en fonction des émissions qu'on fait en plus, là, c'est un bonus en plus. Oui, mais aujourd'hui, ils font ça aux candidats, mais ils ne leur donnent pas 1 euro. Ah, ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est ballot. Quand même. Et alors, d'où tu le connaissais, ce Greg? Parce qu'on l'aura appris, rappelle-toi, ça avait fait polémique dans la presse. À l'époque, c'était la presse à scandale. On apprend qu'il a fait de la prison. Alors, moi, je ne l'ai pas connu dans ce cadre-là. Moi, je l'ai surtout connu parce qu'à l'époque, il était go-go dancer. Donc, il dansait dans des soirées. Et il avait dansé dans une soirée où j'avais des amis qui avaient organisé une soirée. Il était venu danser. Mais je n'avais pas fait le lien, en fait, entre lui et le gogo, parce que bon, on ne fait pas attention. Et c'est au fur et à mesure, en parlant, où on s'est rendu compte qu'on avait plein d'amis en commun dans les endroits où on fréquentait et tout ça, et que là, je me suis rendu compte qu'en fait, bah oui, je l'avais effectivement déjà vu dans des soirées. Il te plaisait sincèrement ou alors c'était le moyen d'arriver à tes fins télévisuelles? Bon, on ne va pas se cacher, c'est quand même un très bel homme. C'est quand même, à l'époque, il était beau, il était charismatique, il était musclé. On voyait personne, on était vraiment coupé du monde à l'époque, donc c'était vraiment le seul homme qu'on voyait. Donc, en plus, ils l'ont mis bien, ils l'ont mis vraiment en mode millionnaire, beau gosse, sympathique et tout ça. Et on était dans un cadre qui était magnifique. Donc, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui ne plaît pas. Donc, on est d'accord que tu savais, toi, tu avais conscience qu'il n'était pas millionnaire? Ah bah moi, je le savais qu'il n'était pas millionnaire parce que je l'avais vu danser comme go-go dancer. Enfin, quand on danse comme go-go dancer, on n'est pas millionnaire. Et le vrai propriétaire de la maison, je le connaissais.
D'ailleurs, petit aparté, Greg il dit que je suis sortie avec le propriétaire, mais c'est pas possible parce qu'il n'est pas hétéro. Donc, Ah, il est gay? Bah oui. Bah pourquoi Greg raconte que tu serais sorti avec le propriétaire de la Parce maison? que peut-être pour lui, c'est un peu une façon peut-être de me dénigrer dans le sens où la seule façon pour moi de connaître quelqu'un comme ça, c'est parce que j'aurais pu sortir avec lui. Mais en fait, c'est complètement faux. Ah, sous-entendu michto, intéressé. Bah oui, mais après, il faut savoir qu'à Ibiza, il y a énormément de. Enfin, c'est une population gay qui est très développée. Tous les gens qui font un peu la fête, ben voilà. Et moi, je le connaissais parce que c'était un des meilleurs amis de quelqu'un que je connaissais. Je ne le connaissais pas directement et il m'avait invité en vacances, en soirée, tout ça, parce qu'on savait que c'était les grosses soirées dans sa villa. Voilà. Mais je ne suis pas du tout sortie avec lui. Tu as confié à Faustine Bollard dans l'émission Ça commence aujourd'hui, que j'adore, que l'émission t'avait fait passer pour une garce ou que tu avais joué le rôle de la garce. Alors, quand j'ai fait le tournage, c'était pas volontaire de jouer le rôle de la garce, puisque bon, c'est pas quelque chose qu'on décide, mais il fallait que je joue la séductrice. Donc à partir du moment où le concept était, voilà, les filles doivent draguer un gentleman célibataire qui est millionnaire, mais qui ne l'est pas finalement, eh ben on passe un peu pour la femme vénale, un peu la garce et tout ça, mais en vrai, moi j'ai juste joué la carte de la séduction, c'est tout. Après maintenant, les gens me mettent l'étiquette qu'ils veulent, mais c'était pas la garce, puisque je n'ai pas fait de mal aux autres. Donc moi j'ai joué juste la carte de la séduction, parce qu'il fallait séduire un homme et se démarquer des autres, point barre. Est-ce que la phrase « je suis dur de partout », t'estimes avec du recul que c'est l'équivalent de la piscine de Loana et Jean-Édouard? Alors, il y a beaucoup de gens qui confondent le côté où on fait un jeu de séduction, on est dans un dîner, on se dragouille, et un couple qui est dans une piscine où effectivement il y a un vrai acte qui se passe. Moi, je fais quand même, je ne fais pas l'amalgame entre le fait de coucher avec une personne dans une piscine et un jeu de séduction dans un dîner où il ne se passe rien. Donc c'est un petit peu, je trouve, tiré par les cheveux de comparer un peu les deux situations parce qu'elles n'ont aucun rapport. Maintenant, moi je ne juge pas, hein, chacun fait ce qu'il veut. Ils étaient dans un jeu de séduction, ils étaient enfermés, ils ne se sont plus, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Mais après, moi dans cette histoire-là, je trouve que les gens ont été très durs avec Loana. Parce que c'est juste une fille qui était un peu jeune, un peu naïve, qui a vu un garçon en face qui l'a draguée et elle est un peu tombée dans le panneau comme la plupart des jeunes filles de son âge qui pensent au grand amour et en fait pas du tout. Il a juste obtenu ce qu'il voulait d'elle et merci, au revoir. Vous vous étiez rencontrés à l'époque avec Loana parce que vos émissions avaient 2-3 ans hein, seulement. Alors Loana, je l'ai rencontrée dans Fear Factor. On est parti tourner cette émission-là, je crois que c'était en Argentine, si je me souviens bien. Et je me souviens plutôt d'une fille très réservée, très timide, qui était un petit peu en mode jogging, nounours et compagnie. Alors qu'on avait quand même la vingtaine à l'époque. Et pour moi, j'avais plus le sentiment que c'était une fille qui n'avait pas grandi en fait, dans sa tête, qui était toujours restée un petit peu bébé dans son univers et qu'on a un peu jeté au loup, quoi. Donc je trouve ça un peu dommage parce que elle est un peu la caricature du mauvais côté, on va dire, de la télévision, de la télé-réalité. Et c'est triste de voir une personne aussi fragile jeter un peu en pâture. C'est ce qui s'est passé hein, pour elle. Et qui n'avait pas les reins solides pour justement s'armer de courage et d'affronter les médias et tout ça. Vous étiez copines à l'époque? Alors moi et Loana, on est vraiment différentes. On est vraiment différentes dans le sens où Loana, c'est une fille qui est très fragile, qui a eu des traumas, dans sa jeunesse, et qui est plutôt une fille qui est très réservée, très renfermée sur elle-même. Moi, je suis un peu l'opposé. Moi, j'ai une base très solide familiale. J'ai une grande éducation, parce que j'ai fait 4 écoles supérieures. Je n'ai pas vécu, on va dire, de trauma comme ce qu'elle a pu vivre. Donc, en fait, on est un peu opposés, elle et moi. Et du coup, on n'est pas forcément un peu sur la même longueur d'onde. Et je trouve ça vraiment triste qu'on tire sur elle à chaque fois, comme on dit, il ne faut pas tirer sur les ambulances. Hein, et quand je vois les interviews, quand je vois ce qu'elle est devenue, alors que c'était quand même une star à l'époque, je trouve ça vraiment dommage parce qu'aux États-Unis, les stars comme Kim Kardashian et tout ça, on les met au top, quoi. Comment en France on les rend, mais c'est pas possible. Enfin, je trouve qu'il y a quand même un fossé entre les deux. Et c'est dommage parce que c'est une fille qui avait tout pour elle. Je crois qu'elle avait sorti un single qui fonctionnait bien. Comme je t'aime, pas tant d'ailleurs. Elle a un corps très, très, très beau, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'était quand même une très jolie fille. Elle avait des capacités, je pense. Mais on l'a détruit, les gens l'ont détruit. Et je trouve ça dommage. À l'époque, vous vous souteniez ou alors il y avait de la dualité? Alors moi, je n'ai jamais eu de dualité avec les femmes.
parce que j'ai plus une empathie, un sentiment empathique avec les femmes, très protecteur aussi, parce que je sais que une femme, à force de lui taper dessus, bah, vous pouvez la briser en fait. C'est pas comme un homme où un homme il peut, voilà, il a son côté courageux, viril, où il peut voilà se battre moralement, mentalement. Mais une femme c'est pas pareil. Une femme faut la protéger. Une femme faut être doux avec une femme. Une femme ça multiplie les choses. Il faut savoir qu'une femme, ça multiplie les choses. Donc quand vous donnez de l'amour à une femme, elle va le démultiplier. Quand vous lui donnez de l'attention, elle va vous redonner encore plus en retour. Donc il faut arrêter de toujours vouloir détruire, défoncer les femmes ou toujours les enfoncer. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, quand on détruit une femme ou quand on lui pose une étiquette de michto, de pute, c'est pas bien de faire ça. Tu as eu cette étiquette? Ah mais moi j'ai eu toutes les étiquettes du monde, hein. J'ai eu la femme vénale, j'ai eu la femme michto, j'ai eu la femme, alors que moi j'ai travaillé toute ma vie, je dépends de personne, j'ai eu la femme calculatrice, j'ai tout eu. Et pourtant je me suis jamais permis d'aller insulter quelqu'un ou d'être méchant ou quoi, j'ai fait mon petit chemin. Mais voilà. T'as déjà souffert de toutes ces images que tu as pu avoir? Tout le monde souffre de l'image qu'on nous donne, tout le monde. Je connais pas une femme. Moi, je parle pour les femmes. Je ne connais pas une femme qui va dire « moi, il n'y a pas de problème, je peux tout me prendre, je suis forte ». Non, ça n'existe pas. Au début, elle va peut-être montrer le visage de la femme forte, mais à un moment donné, ça va trotter dans sa tête. Et au moment où elle sera seule, c'est là où tout va ressortir, elle va se mettre à pleurer, elle va se demander pourquoi est-ce qu'on me lance la pierre comme ça, de manière injuste. Tu t'es déjà mise à pleurer? Oh, plein de fois. Moi, j'ai pleuré plusieurs fois, bien sûr, parce que ce n'était pas justifié. Il y avait plein d'étiquettes qui n'étaient pas justifiées. Donc ça veut dire que l'image que tu as eue après Greg le millionnaire et Marjolaine et les millionnaires, elle a pu être dure à porter parfois? Bien sûr que l'image, elle est très dure à porter parce qu'on vous colle une étiquette sur un jeu de rôle que j'ai fait dans une émission de séduction. Dans le cadre d'une émission qui s'appelle Télé-réalité. Voilà, dans le cadre d'une émission où il faut séduire l'homme et tout ça. Je ne suis pas une séductrice, moi, de base, je suis quelqu'un de très timide. Parce que le public croit que c'est la réalité. Bah, tout à fait. Mais il faut savoir que dans le mot télé-réalité, il y a le mot télé. C'est pas juste une réalité, c'est une télé. Maintenant, c'est pas pareil si on vous met des caméras et on les oublie et puis bon, ça filme votre quotidien. C'était pas ça. Nous, on avait des équipes de tournage qui venaient très tôt le matin, qui tournaient et le soir qui rentraient chez eux. Donc on savait très bien qu'on était filmés. Il y a une séquence, on l'évoquait tout à l'heure, qui a peut-être contribué malgré toi à te coller cette étiquette parce qu'à l'époque, alors que vous étiez pourtant deux, hein, tu as un homme qui dit qu'il est dur de partout et c'est pourtant la nana qui passe pour la pute à côté. Non mais c'est un peu ça. Il y a 20 ans, enfin c'était il y a 22 ans maintenant, on a toujours, et même je pense qu'aujourd'hui ça n'a pas trop changé non plus, on essaie de changer les mentalités mais ça reste quand même assez ancré dans la société, où on se dit qu'un homme qui a plusieurs femmes ou qui drague ou tout ça, c'est un don Juan. Voilà, c'est un don Juan, c'est un playboy, c'est plutôt assez positif comme terme, c'est pas péjoratif. Mais une femme qui séduit un homme ou qui drague un homme ou qui a plusieurs prétendants, tout ça, bah, tout de suite c'est une pute. Tout de suite c'est une michto, tout de suite c'est ou qui est intéressée par l'argent, tout de suite elle est vénale. Mais pourquoi en fait pourquoi? Non. Je vais te montrer un extrait, Marjolaine. J'avais fait réagir il y a quelques années Grégory Basso justement à cette fameuse séquence et je t'en dis pas plus. Je te laisse découvrir. Peut-être que tu l'as vu, peut-être que tu l'as jamais vu et tu réagis. Okay. Je suis raide comme un piquet. Non, tu étais dur. Aussi. Mais je le suis toujours. Hein. Je le suis toujours. Ça a marqué, hein. Encore aujourd'hui, je suis sûr qu'on t'en parle, la preuve. Oh ouais, on en parle tout le temps. Hein. On en parle tout le temps. Pas de cette phrase à la con, mais de Greg le millionnaire, on en parle tout le temps. Mais même de cette phrase à la con, je pense. Non, ça c'est Hanouna qui le ressort de temps en temps, mais sinon personne n'en parle, ça c'est très rare. Ben moi je t'en parle. C'était un moment de télé comme il n'y en a presque plus aujourd'hui. Hors du temps. C'était une petite punchline, elle était en train de me faire du pied sous la table, c'était agréable. Pour le coup, j'étais pas du tout... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, il fallait que je joue un peu le jeu aussi. Il y avait la prod derrière, ça reposait un peu sur moi, il fallait mettre un peu d'ambiance aussi. Ah, c'était pas justement un moment hors du temps où tu ne calculais plus les caméras? Mais tu rigoles, calculer plus les caméras, tu as toujours 2 caméras sur toi, le micro. Tu les vois pas, mais ils sont pas loin. Hein. Tu peux pas ne pas les calculer. Hein. Donc pour toi, ça faisait partie quelque part de quoi? De ton rôle? Ouais, du jeu, de la chauffer un peu, parce qu'elle arrêtait pas de me chauffer devant la caméra. Et je lui disais arrête. Puis à un moment, je suis rentré un peu dans le jeu aussi. Des nouvelles d'ailleurs? Non, je ne cherche pas. J'espère qu'elle va bien et que sa famille va bien. Quand je revois cet extrait, je le sens un peu gêné par cette phrase à la con, comme il dit. Moi, je peux dire une chose, c'est que pendant le dîner, il a duré très longtemps, parce que c'était toute la soirée, il n'y avait qu'une seule caméra. Et en fait, les journalistes avaient posé la caméra et ils étaient partis. Ils nous ont laissés seuls, en fait.
Et au fur et à mesure en fait, donc, du dîner, il a complètement oublié en fait, qu'il y avait les caméras. Parce que moi-même, en fait, toute l'aventure, c'était filmé par une équipe, ils venaient, il y avait les ingénieurs du son, il y avait les caméramans, il y avait les journalistes, tout ça. Donc on sentait effectivement leur présence. Mais lors de ce dîner-là, il n'y avait qu'une seule caméra, hein, comme posée ici, et ils étaient partis, il n'y avait plus personne. Donc non, moi je pense que quand c'est sorti comme ça, je pense qu'il ne s'en est même pas rendu compte en fait sur le moment. Pourquoi on dirait qu'il n'assume pas c'est ça, cette phrase des années après, hein. C'est pour ça qu'on le voit qu'effectivement, quand il dit ça, il est un peu gêné, il dit oui, c'était voulu, tout ça. Non, je ne pense pas qu'en fait c'était voulu. Je pense que c'est sorti tout seul parce que probablement, je pense que c'était vrai. Et c'est sorti tout seul comme ça parce que lui, il n'a pas de filtre. Hein. On voit bien quand il parle tout ça qu'il n'y a pas de filtre. Et aujourd'hui, il se rend compte qu'en fait, oui, c'est une phrase quand même qui est assez perturbante. Parce qu'on comprend en fait ce que ça veut dire. Oui, ça veut dire je bande. Voilà, c'est ça. Et souvent, les hommes, quand ils sont dans cette situation-là, c'est toujours un petit peu gênant, qu'on le veuille ou non. Et surtout, il y a 20 ans, c'était quand même quelque chose d'un peu tabou. Donc, je ne pense pas que quand tu as conscience qu'il y a les caméras et qu'il y a des millions de gens qui vont voir ça, tu as envie de raconter à toute la planète que, voilà, je pense, hein, c'est comme quand tu sors de la piscine. Tu attends un petit peu que ça se calme et après tu sors. Voilà. Et je pense que quand c'est arrivé, c'est sorti tout seul. Et là, aujourd'hui, effectivement, il l'assume pas. Mais moi, je pense que quand c'est arrivé, il s'en est même pas rendu compte, en fait. Est-ce que c'était donc véritablement un moment hors du temps, comme je le croyais, ou alors est-ce que c'était de la fausse séduction pour la télé? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas par rapport à cette fameuse séquence? Non, moi je ne pense pas que c'était de la fausse séduction parce que déjà, lui ne cherchait pas à me séduire, puisque c'était lui qui devait être séduit. Donc déjà, la mécanique, elle était dans ce sens-là. Donc lui, ce n'était pas du tout dans son intérêt de me dire ça. Lui, quand c'est sorti, c'est parce que c'est sorti tout seul. Ça a été lâché et voilà. Et je pense que ton ressenti de te dire « Ah, mais moi, je pense que non, c'était hors du temps, justement », tu as raison, puisqu'il n'y avait qu'une seule caméra, ils étaient partis. Je pense qu'ils étaient partis dîner ou quoi, ils avaient laissé la caméra tourner. Et effectivement, on ne sentait plus du tout qu'ils étaient là. Elle t'a impacté, cette phrase, par la suite? Alors moi, à ce moment, j'ai rigolé, hein, parce que c'est drôle, en fait. Parce que moi, par contre, j'avais conscience qu'il y avait encore la caméra, donc je savais que tout était enregistré. Mais après, oui, on me la sort souvent, ouais. Pourquoi, alors ça c'était il y a quelques années, hein, cette interview que j'avais faite avec Greg, pourquoi quand je lui demande est-ce que tu as des nouvelles de Marjolaine, comment ça va, on dirait qu'il y a un non-dit. Il n'en a pas dit plus. On dirait qu'il y avait un problème. C'était avant les apprentis aventuriers, hein, tout ça. Alors plusieurs fois il m'avait demandé sur Facebook, mais moi je ne voyais pas la nécessité en fait, de me reconnecter avec lui. Et en fait on s'est vraiment reconnecté quand on a tourné les 50 et les apprentis parce qu'il fallait absolument qu'on refasse le lien. Mais c'est vrai que pendant plusieurs années, je ne voyais pas l'intérêt en fait, d'entrer en contact avec lui. Donc il m'avait demandé, je crois, 2-3 fois sur Facebook. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'il avait dit justement au moment des apprentis aventuriers que tu avais une mentalité de loseuse alors que tu nous prouves que tu as une mentalité de warrior? Alors, ça c'était après les apprentis ou c'était quand qu'il a dit ça? Après votre élimination, au milieu de l'aventure. Je pense que quand il a dit que j'avais une mentalité de loseuse, c'est parce que c'était pour se déculpabiliser d'avoir été le fautif en fait, dans l'histoire pour laquelle on a été éliminé. Parce que si on a été éliminé du jeu, c'est parce qu'il a raté ses 3 paniers au basket. Et donc on a été éliminé à cause de lui. Parce que moi j'avais fait tout le parcours comme il fallait, mais lui il a raté 3 fois le panier et du coup c'est pour ça qu'on a été éliminé. Et le fait de dire que c'est moi, vous savez c'est plus facile de rejeter la faute sur l'autre quand on a été soi-même la personne en fait qui a été la personne qui nous a éliminés. Mais ça veut dire qu'au moment de vos retrouvailles, vous vous retrouvez pas vraiment au final. Il n'y a pas véritablement d'atome crochu, il n'y a pas véritablement d'entente, j'ai l'impression. Alors moi, j'ai un vrai problème avec les gens qui disent des gros mots tout le temps. Et lui, pendant toute la semaine où on tournait les apprentis, il dit, mais sans le faire exprès, hein, c'est dans son langage, hein, il dit souvent des gros mots. J'aime pas les dire, mais bon... c'est des gros mots quand même, comme par exemple P-U-T-A-I-N. Vous voyez, mais il le dit sans le faire exprès, en fait, ça fait partie de son langage. Sans que tu sois visé directement? Non, c'est de manière naturelle, en fait. Ok, parce que tu avais dit qu'il t'avait insulté pendant le tournage. Oui, il m'a aussi insulté, mais aussi de manière quotidienne, il disait des gros mots. Et moi, j'ai un vrai problème avec ça. Vous savez, les gros mots, moi, j'en dis jamais. Ou très rarement. Et quand j'entends une personne non-stop, du matin au soir, qui dit des gros mots, dit des insultes, des trucs comme ça, ben en fait, moi, ça me perturbe. Et ça me met dans un mood qui n'est pas très positif. Je vous donne un exemple très simple. En psychologie, si par exemple, je vous donne un papier, je vous demande de le froisser. Vous allez le froisser, d'accord? Et après, je vais vous demander de le remettre de manière normale.
Est-ce que vous pouvez le remettre normal, le papier? Non. Non. Eh ben, c'est pareil que les mots pour moi. Et ça a été prouvé par le docteur Emoto, qui est un docteur japonais, qui l'a prouvé avec le riz. Vous savez, où on verse le riz dans un bol avec de l'eau et on lui dit je t'aime, tout ça. Et ben on voit que le riz va bien fermenter. On va prendre un autre pot où on va dire des insultes, tout ça. On va voir que le pot va moisir. Et ben c'est pareil que chez l'être humain, puisqu'on est composé d'un peu plus de 60-70% d'eau. Et ben c'est pareil quand vous dites à quelqu'un, pas de manière visée, mais des gros mots, tout ça. Et quand vous entendez ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à un moment donné, bah, c'était trop pour moi. Mais qu'est-ce qu'il t'avait dit comme insulte pour que tu lui demandes, que tu lui réclames des excuses sur le plateau de Touche pas à mon poste? Il m'a dit t'es qu'une petite conne, tu changeras jamais, t'es qu'une gamine, t'as pas changé, t'es toujours aussi capricieuse. Il m'avait insulté d'autres gros mots. Mais en fait, quand il a commencé à m'insulter sur la barque, moi, en fait, je me suis mis vraiment au fond de la petite barque pour pas écouter en fait ça, parce que je sais que les mots ont un impact sur les gens. C'est pour ça, comme je dis, moi je réponds pas. Quand on m'insulte, tout ça, je réponds pas, mais je m'éloigne. Ça t'a blessé 20 ans après? Alors oui, effectivement, ça me blesse parce que je pense que c'est jamais très agréable déjà de recevoir des insultes. Et en plus, je pense que j'avais essayé de faire le maximum dans cette aventure, sachant que de base, moi je ne suis pas spécialement sportive. J'étais dans des conditions quand même qui étaient terribles, puisque moi j'ai quand même besoin de mon confort quotidien, un peu comme tout le monde. Et j'avais fait un peu cette aventure-là pour lui, parce que lui, il adorait ça, il se sentait vraiment comme un poisson dans l'eau. Hein. Lui, c'est son truc, hein, le côté Robinson Crusoe et tout ça, mais moi pas du tout. Moi, je suis assez... voilà, j'ai un lifestyle quand même plutôt sophistiqué. Donc, me retrouver dans des conditions comme ça, c'était très dur pour moi. Donc vraiment, je tenais jusqu'au bout. Et en plus, avec Vivian derrière qui en rajoutait une couche à chaque fois, mais j'étais qu'avec des fous, en fait, dans cette émission. Donc vraiment, je prenais beaucoup sur moi. Mais à un moment donné, voilà, stop. Je lui ai dit que continue l'aventure tout seul, en fait. Moi, c'est bon, je ne suis pas venue ici pour ça, pour me faire insulter. C'était des excuses sincères, selon toi, sur le plateau de Cyril? Alors moi, j'ai demandé des excuses. Parce que pour moi, je peux accepter qu'on fasse des erreurs. Je peux accepter qu'une personne dans l'énervement vous insulte, tout ça, mais il est nécessaire par la suite de s'excuser. Et moi, tant que les excuses n'ont pas été faites, je ne peux pas passer, moi, voilà, nettoyer l'éponge et passer à autre chose. Voilà. Et je pense qu'il les a faites de manière sincère, mais on voyait que c'était un petit peu à contre-cœur. Voilà. Aujourd'hui, vous vous parlez encore? Aujourd'hui, on ne se parle plus trop, c'est vraiment juste de la politesse. Je l'ai recroisé une fois à Paris. Alors c'était très drôle parce que, comme quoi les gens ne changent pas. Hein. Il était venu avec ses 2 enfants. Et donc, moi, en fait, je m'occupais d'une joaillerie pendant les fêtes. Donc il est venu, parce qu'on connaît le même propriétaire donc, des bijoux. Il est venu avec ses 2 enfants. Et donc, je l'ai accueilli, j'ai demandé à ses enfants s'ils voulaient boire quelque chose, tout ça. Et un de ces garçons a dit « Ah, tu sais, papa, il a dit quelque chose de très méchant sur toi. » Je lui ai dit « Mais ah bon, qu'est-ce qu'il a dit ton papa ?» Il a dit il a dit que tu as des bottes complètement pourries. Et je lui dis écoute, merci de m'en informer. Et il était tellement gêné, il dit mais non, pourquoi tu dis ça? J'ai jamais dit ça, tout ça. Moi, je sais que les enfants ne mentent pas. S'il a dit ça, c'est parce que son père l'a vraiment dit, tu vois. Et je lui dis écoute, hein, c'est pas une très belle façon d'éduquer ses enfants, mais bon, je pense qu'on ne change pas une personne. Hein. Donc, c'est très gentil de ta part de m'avoir dit ça. Je ne t'en veux pas parce que tu n'as fait que répéter ce que ton père a dit. Mais c'est pas grave, tu sais quoi, je prends la chose de manière très sereine, il n'y a aucun souci. Et du coup, je dis, est-ce que tu veux boire quelque chose? Et du coup, il a dit, ah, je veux bien un ice tea, tout ça. Donc après, je lui ai apporté à boire. Mais tu vois, je pense que dans cette situation-là, il s'est senti plus ridicule qu'autre chose. Et c'est là où ça montre en fait qu'une personne a évolué et est devenue un adulte, ou si ça ne l'est pas, ou s'il est resté toujours dans cette énergie un peu gamine de dire des choses aussi bêtes à un enfant. Moi, je ne me permettrai jamais de dire des choses comme ça à mon fils sur quelqu'un, parce que je n'ai pas envie de lui inculquer ce genre d'éducation. Comment t'es arrivée, Marjolaine, chez H2O, auprès de Cyril Hanouna, d'en face à Hanouna? Alors, Cyril, en fait, lui et moi, on a énormément d'amis en commun. Je crois que même tous les amis qu'il a, c'est un peu mes amis. Et en fait, il m'a toujours appréciée. Et à l'époque où j'avais mon agence, en fait, il y avait un de ses meilleurs amis qui était aussi chroniqueur dans ses émissions, il est venu travailler dans mon agence. Et je me rappelle, il me l'a passé au téléphone, et Cyril n'arrêtait pas de me dire, viens dans mon émission, je veux que tu sois chroniqueuse et tout ça. Je lui dis, mais écoute, je dois m'occuper de mon agence, donc pour l'instant c'est un peu compliqué, mais dès que j'ai des possibilités, je te dirai. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai participé à 2-3 émissions, et voilà. Et ça s'est fait comme ça. Eh ben, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu penses de la réaction de Karine Le Marchand,
donc emblématique animatrice d'M6, qui a réagi à la probable venue de Cyril sur le groupe M6 en disant « S'il vient, je m'en vais. Il est hors de question que je sois dans le même groupe et sur la même photo qu'une personne qui me harcèle, méprise et m'insulte sans arrêt depuis 7 ans, qui me critique ouvertement. » Là, je trouve que c'est quand même très poussé, hein. Cyril, moi, je le connais depuis très longtemps et c'est toujours quelqu'un qui a toujours été, enfin, moi, je le dis pour moi, hein, très généreux, très gentil, attentionné. Il m'a toujours mis dans des très bonnes conditions. C'est quelqu'un souvent qui temporise un petit peu quand parfois ses chroniqueurs ils vont un petit peu fort avec les invités. Et je trouve que c'est quand même un peu poussé de parler de lui comme ça. Après, je sais que les gens l'aiment, que les gens l'aiment ou ne l'aiment pas, il fait son travail. Il fait son travail de créer des débats, de faire des choses. Il a le droit à la liberté d'expression. Maintenant, lui dire que, enfin, dire qu'il la harcèle, tout ça. Moi, je connais Cyril, c'est pas quelqu'un qui harcèle. Limite, il vous répond même pas au téléphone. Hein, donc, faut arrêter de, je pense, à un moment donné, de faire des choses comme ça. Et si elle n'est pas contente, qu'elle s'en aille en fait, juste. C'est pas sa chaîne. C'est la chaîne d'M6. Maintenant, je sais que Karine Le Marchand, elle a une position quand même très forte, puisqu'elle est vraiment l'image de L'amour est dans le pré. Mais à un moment donné, il n'y a rien qui est acquis dans la vie. Il ne faut pas qu'elle croie que, parce qu'elle est très ancrée dans la chaîne, qu'elle a tous les droits. Et je trouve ça vraiment pas bien de justement dénigrer son collègue ou quoi, parce qu'on est tous là pour travailler ensemble, on est tous là pour faire de l'audimat, on est tous là pour travailler. Et elle a son créneau à elle, il a son créneau à lui. Pourquoi faire de l'animosité comme ça? Et le fait que Cyril ne lui réponde pas, il a raison en fait. Il reste toujours élégant à lui-même et il se dit voilà, moi je connais Cyril depuis longtemps, c'est pas le genre à harceler les gens, vraiment. Donc je sais pas où elle a raconté ça, d'où elle dit des choses comme ça, mais il n'a pas besoin d'elle en fait. Cyril, il est dans une position où il a sa propre émission qui est leader de la TNT, il fait plus de 2 millions de téléspectateurs. Mais pourquoi il va harceler une fille comme ça en fait? Donc, et si vraiment il harcèle, pourquoi il ne porte pas plainte tout simplement? Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est facile de faire des allégations sur quelqu'un, de dire des choses, porte plainte. Est-ce que tu as des preuves pour dire ça? Donc moi, je trouve ça méchant de sa part, hein, vraiment, c'est pas très cool. Et pourtant, je l'aimais bien, hein, Karine Le Marchand. Je trouvais que c'était une fille qui avait beaucoup d'empathie, un côté très sympathique et tout ça. Mais le fait qu'elle se comporte comme ça, moi, je trouve ça pas bien du tout. Parce qu'il lui a rien fait, Cyril. Il faut arrêter, quoi. Et pour le coup, qu'est-ce que tu as fait, toi, Marjolaine? Parce qu'on le disait, Greg le millionnaire, là où on t'a découvert à la télévision, c'était en 2003. T'as pas une ride? Je pense qu'il n'y a pas de secret hein, dans la vie si on ne boit pas que de manière occasionnelle, si on dort bien, on ne se couche pas trop tard, on fait de la méditation, parce que c'est très important de faire la méditation, ça enlève le stress et l'anxiété. Et si on ne se dort pas, en fait, on arrive à garder une qualité de peau, un bon mental et d'attirer les bonnes personnes autour de soi. Et ça, c'est très important. Si vous commencez à sortir, à vous coucher tard, à vous droguer, à boire, à faire n'importe quoi, il ne faut pas s'étonner après qu'après, physiquement, ça se voit. Il y a toujours une addition à payer, toujours. Donc, je pense que le lifestyle, l'hygiène de vie est très important pour garder un beau corps. Le corps, déjà, commence par un esprit sain. Vous avez un esprit sain dans un corps sain et pas l'inverse. Donc, à partir du moment où votre esprit il est sain, votre corps il va être sain. Est-ce que tu penses, Marjolaine, qu'un jour tu vas courir après cette image de la Marjolaine de 2003 que tu avais pour ne pas vieillir, ne pas voir les marques du temps qui passe? La Marjolaine de 2003, c'était… non, je ne suis plus la même. Je suis plus la même parce qu'aujourd'hui, j'ai atteint une sagesse et une conscience éveillée que je n'avais pas quand j'avais 20 ans. Et je pense que quand on a la quarantaine, on ne peut plus se comporter comme une jeune fille de 20 ans et jouer sur la séduction, tout ça. Non, aujourd'hui, moi, je suis une femme d'affaires, je suis quelqu'un qui est entrepreneuse, j'ai plusieurs activités. Et si je veux garder mon sérieux et qu'on me prenne au sérieux, je ne peux plus me comporter comme quelqu'un qui a 20 ans. Donc, je pense que chaque âge a son temps. Et je ne regrette pas, hein, attention, j'ai vécu… T'as pas peur de vieillir alors? Non, j'ai pas peur de vieillir et je trouve ça même beau de vieillir. Je trouve qu'aujourd'hui, dans ma tête, j'ai un mindset beaucoup plus intéressant et plus riche que quand j'avais 20 ans. Tu fais pas de botox? Non, je fais pas de chirurgie, pas de botox. Je suis plus pour le naturel, l'entretien au quotidien, les massages, les crèmes, l'alimentation saine. Voilà, je suis plus là-dedans. Et la méditation, évidemment. Ok, parce que tu es bouddhiste. Voilà, je suis bouddhiste et 50% de notre stress et de notre anxiété, on l'évacue par la méditation, voire même plus, si on pratique ça vraiment de manière régulière. Et c'est ça qui fait vieillir les gens.
Quand vous êtes stressé, c'est là où vous commencez à avoir des cheveux blancs, vous commencez à être stressé, vous avez des rides, vous avez le teint terne, tout ça. Donc c'est essentiel, je pense, pour l'humanité, pour tout le monde, de faire un petit peu de méditation. Ça ne demande rien, hein, c'est 15-20 minutes par jour, le matin, le soir. Et ça consiste en quoi la méditation? Alors moi, j'ai commencé avec la méditation guidée. On peut commencer en fait avec la méditation guidée si on ne sait pas faire, c'est-à-dire qu'en fait vous allez sur Google, c'est très simple, vous commencez en fait à taper méditation guidée pour nettoyer mes chakras par exemple. Et donc vous allez vous allonger, vous allez vous mettre dans une position confortable et vous mettez des écouteurs ou un casque pour avoir une meilleure connexion et vous commencez à suivre en fait les exercices de respiration. Et en faisant ça, vous allez faire le vide en fait en vous. Et en faisant le vide, vous allez vous reconnecter avec Mère Gaïa. Enfin, Mère Gaïa, c'est la Terre. Oui. Et en fait, ça va vous permettre en fait, de pouvoir passer les énergies et de vous réharmoniser. Parce que vos chakras, par le stress, le travail, tout ce que vous vivez, vous absorbez dans la journée, ça va se désaligner. Et quand vous faites une méditation donc, guidée et transcendantale, ça va tout réaligner. Et ça, c'est important de le faire pour en fait évacuer les énergies, les mauvaises énergies, pour pouvoir permettre aux nouvelles énergies de venir vous réimprégner. À l'époque, les gens marchaient beaucoup dans la forêt, pieds nus. Pourquoi? Parce que les énergies en fait, passaient par les pieds et en fait, étaient évacuées dans la terre. Aujourd'hui, avec les chaussures, le plancher, le milieu urbain, on ne peut plus faire ça. D'où l'intérêt en fait, de faire de la méditation, c'est de pouvoir reconnecter. C'est pour ça d'ailleurs, c'est drôle parce que quand on regarde le film dans Pretty Woman, où elle emmène Richard Gere sur la pelouse, elle lui dit enlève tes pieds, tout ça. Oui. Et on voit tout de suite qu'à ce moment-là où il commence à faire ça, il réalise que c'est quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Oui. Et il se sent beaucoup plus sain après. Et ça c'est pas venu de nulle part, hein, c'est vrai. Donc, et souvent, les moines bouddhistes, ils sont souvent pieds nus, ils se baladent un petit peu comme ça dans la terre et tout ça, parce que ça permet d'évacuer ces énergies-là. Et le fait de faire ça, en fait, c'est comme un disque voilà, d'un ordinateur que vous videz. Voilà. Pour pouvoir accueillir de la nouvelle mémoire, il faut vider son disque. Et c'est pareil. Eh ben merci, vraiment merci mille fois Marjolaine Buis pour cette interview en toute intimité à tes côtés. J'ai beaucoup appris de toi et c'était un plaisir de papoter. Merci vraiment. À toi. On te retrouve sur les réseaux sociaux, ton compte Instagram c'est Marjolaine Buis, ton compte TikTok c'est Marjolaine Buis. Merci Marjolaine pour tes confidences. Nous on se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Vous prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.